Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous voulez vous informer et nous voulons vous informer, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bienvenue à notre rendez-vous des diffuseurs d'actualité et voici sans plus tarder les principaux titres de notre JT. Au Palais du Peuple ce mercredi, devant le Parlement réuni en congrès, le président Félix Tshisekedi a reçu le serment des 3 nouveaux juges constitutionnels. Marche ce matin à Goma, les manifestants ont levé la voix contre Paul Kagame pour son appui au M23. Le 15 juin de chaque année, la planète Terre célèbre la journée mondiale des personnes aînées. On commence avec cette information de la justice pour vous apprendre que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris acte de la prestation de serment de 3 nouveaux juges de la Cour constitutionnelle ce mercredi 15 juin au Palais du Peuple. D'ores et déjà, la haute instance judiciaire de la RDC a son effectif de juges au grand complet et peut dès lors siéger en toute quiétude. Josué Kalamba pour les détails. C'est désormais officiel. Ils sont les 3 nouveaux juges qui viennent de combler le vide à la Cour constitutionnelle. Il s'agit de Christian Yuma Bahati, Sylvain Lumumbai et Dieudonné Manza qui ont prêté serment ce mercredi 15 juin 2022 au Palais du Peuple devant le président de la République et les 2 chambres du Parlement réunies en congrès. Les 3 nouveaux juges constitutionnels ont été désignés respectivement par le congrès de 2 chambres du Parlement, le Conseil supérieur de la magistrature et le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme le veut l'article 158 de la Constitution du 18 février 2006, la Cour constitutionnelle compte dorénavant 9 membres. Les 2 tiers des membres de la Cour constitutionnelle doivent être juristes provenant de la magistrature, du barreau ou de l'enseignement universitaire. Notez enfin que le mandat de membre de la Cour constitutionnelle est de 9 ans non renouvelable. Et cette brève de la marche à Goma, ou sous l'initiative de la coordination urbaine de la société civile, afin de soutenir les FARDC engagés au front contre les éléments du M23 appuyés par le Rwanda dans le territoire de Rutshuru, plusieurs habitants sont descendus dans la rue ce matin. Les Gomatraciens exigent au président du Rwanda, Paul Kagame, de mettre fin à l'agression contre la RDC. Arrivés au cabinet du gouverneur, les manifestants y ont déposé leur mémorandum en présence du représentant du gouverneur militaire du Nord Kivu. La manifestation, autorisée par le maire policier de Goma, a été encadrée par des éléments de la police nationale. Restons dans ce contexte de l'agression de la RDC par le M23 qui induit beaucoup de réactions de la part des Congolais. À son tour, Otagi Mangwambassa, président de la dynamique Fayulu président, a accusé l'inaction de la communauté internationale en dépit du fait qu'elle est au courant de l'agression dont fait l'objet la RDC de la part du Rwanda et de l'Ouganda et s'investit dans la mobilisation de la population congolaise pour défendre son sol. On l'écoute à travers ces duplex réalisés par Sarah Guéré. Par rapport à la situation de l'Est du pays, il ne faut pas compter sur la communauté internationale parce que cette situation, la communauté internationale savent depuis longtemps que le Congo est agressé. Ce n'est pas par M23, mais c'est par le Rwanda à travers M23. Donc, si la communauté internationale était vraiment sérieuse, mais je crois qu'on ne parlera plus de cette histoire-là du M23, du Rwanda, sur les sols congolaises. Parce que le Congo, depuis 2002, nous sommes sous embargo. Mais nous sommes attaqués, nous sommes agressés par le Rwanda. Et la communauté internationale savent que dans le Congo sont agressés, donc sont attaqués par plusieurs mouvements rébellions au niveau de l'Est du pays, à l'Ituri, par-ci, par-là, et nous sommes sous embargo. Maintenant, la communauté internationale savent réellement que non, c'est le Rwanda qui agresse le Congo. Mais comme cette communauté internationale tire leurs bénéfices derrière le Rwanda, ils sont en train d'alimenter des différents mouvements rebelles pour attaquer le Congo. Je crois qu'il ne faut pas compter sur cette communauté internationale. Ce qu'il faut faire, nous sommes des Congolais, en vertu de l'article 63 de la Constitution
qui stipule que tout Congolais a les devoirs, a les droits et les devoirs sacrés de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou agression de l'extérieur. Donc, nous sommes mobilisés comme en tant que Congolais pour défendre notre pays. En bref, le gouvernement congolais condamne le soutien rwandais au M23 sur le plan du financement et de l'armement. Cette condamnation a été exprimée par le biais d'un communiqué de presse diffusé mardi 14 juin par le ministère de la Communication. Au lendemain de la prise de Bunagana, qui est un carrefour commercial du Nord Kivu par les rebelles du M23, les condamnations se multiplient de la part des partenaires internationaux qui dénoncent l'implication rwandaise dans l'Est du Congo. C'est le cas des USA via leur ambassade à Kinshasa qui a évoqué la présence des troupes rwandaises sur le sol congolais et de l'Union européenne à travers son ambassadeur Jean-Marc Châtaignier. Penchons-nous sur le village de Bunagana qui défraie indéniablement depuis mai dernier les chroniques sécuritaires de l'Est de la RDC, étant donné que les affrontements battent leur plein dans ces murs entre les terroristes du M23 et les forces loyalistes. Où se situe ce village et qu'a-t-il de si spécial? Réponse dans cette carte postale. Cité bourgade au village, Bunagana fait parler de lui depuis son agression mai dernier par les M23, soutenu de façon notoire et à visage découvert par le Rwanda. De latitude 1 degré 18 minutes 0 secondes sud et de longitude 29 degrés 35 minutes 42 secondes est, le village de Bunagana fait partie du territoire de Rutshuru dans la province du Nord Kivu. Sa situation à la frontière avec l'Ouganda et sa proximité avec le Rwanda l'expose aux assauts pluriels de la part de ces deux pays. Sur le plan stratégique, commercial et militaire, ce village a une grande importance. Pour s'en faire une idée, il suffit de se référer aux recettes douanières que la Direction générale des douanes et assises DGDA y réalise chaque mois. Ces recettes, pour ne donner que cet exemple, variaient en 2012 entre 500 000 et 700 000 dollars américains mensuellement, qui donc tire Bunagana, empoche ses recettes et asphyxie Goma par ricochet. Notez du reste que Bunagana est sous occupation depuis le 13 juin 2022 du M23, une occupation nouvelle après celle de mai 2012 par les mêmes agresseurs. Avant M23, le CNDP aussi avait occupé ces villages. Implication diplomatique de l'agression que subit la RDC, il est temps de repenser la diplomatie congolaise étant donné la duplicité de corps et de visages de la communauté internationale toutes les fois que la RDC est agressée par les États du Graben africain. Les philosophies et logiques de réaction diffèrent selon qu'il s'agit de l'Ukraine dont on accable des sanctions l'agresseur qui est la Russie ou de la RDC qui est accablée à répétition par le Rwanda sous l'inertie de la communauté internationale. La rédaction de BCTV monte au créneau contre cette politique de deux poids, deux mesures. Suivez. Il a fallu que l'Ukraine soit agressée par la Russie de Vladimir Poutine pour que la communauté internationale, avec à sa tête les USA, donne la mesure de sa réprobation. La Russie s'est vue infliger des sanctions multiples dans plusieurs secteurs et l'Ukraine a été appuyée militairement et financièrement par les USA et bien des pays de l'Union européenne. Et la Russie éprouve du fil à retordre pour réaliser ses objectifs en Ukraine malgré sa superpuissance. Pour le cas de l'Ukraine, les condamnations n'auront donc pas été que verbales. Aujourd'hui, les Rwandais sous le masque de M23 agressent la RDC, mais cette même communauté internationale se borne exclusivement à des condamnations verbales apathiques. Pire, elle exhorte la RDC à des négociations. Même si la RDC doit être l'artisane de sa propre sécurité, ces deux poids, deux mesures dans ces deux cas parallèles montrent que le monde n'est pas aussi civilisé qu'on l'ait pensé. La loi, encore moins la justice, guide la vie sur la planète Terre. Comment les Occidentaux qui enhardissent le Rwanda peuvent sacrifier à ce point la RDC alors qu'ils ont aussi des intérêts dans ce pays? Aux Congolais de comprendre qui est qui dans la communauté internationale et qui veut et fait quoi contre leur pays de façon à opérer les choix des amis qui sont francs avec eux. Il est donc temps de rectifier les tirs en fait de la diplomatie congolaise.
Actualité des médias, c'est avec cet atelier sur la dépénalisation des délits de presse en RDC. Les participants ont échangé sur certaines situations relatives aux difficultés rencontrées par les journalistes dans l'exercice de leur profession, au nombre desquelles leurs conditions d'existence et les dérapages de certains parmi eux. Parlant du sujet, le président de l'UNPC Kinshasa a souligné que le métier de journaliste est tributaire de la société congolaise. C'était au micro de Bernadette Kamango et Générose Essengo. Dans son intervention, Jean-Marie Kassamba, président provincial de l'UNPC, rappelle l'un des buts de la tenue des États généraux de la communication et des médias concernant les conditions de viabilité du journaliste et des médias. Les États généraux de la communication organisé par le ministre Mouyaya et nous-mêmes, avait comme principe de passer en revue un peu toutes ces lois, toutes ces dispositions, tout ce qui a été fait, et pour proposer une nouvelle démarche qui puisse améliorer à la fois la vie du journaliste congolais, mais aussi les médias en général. Ensuite, le président provincial de l'UNPC a déploré que le métier de journaliste est tributaire de la société congolaise. Depuis 1996, je peux me revenir depuis 1990, il est constaté que l'exercice du métier des journalistes en RDC est tributaire de la société congolaise. Le parti unique, c'est-à-dire le MPR avec sa presse de propagande, au service du maréchal Mobutu, il y avait quoi? Quelques médias, notamment la presse écrite, une seule chaîne de télévision. Tous les journalistes pensaient, faisaient, exercer leur métier suivant une certaine ligne éditoriale. On bascule dans la libéralisation des médias. Il advient ce qu'on appelle la presse rouge. Qu'est-ce que ça veut dire? On quitte la discipline, on consacre l'impunité, l'injure. Tout en félicitant la tenue de cet atelier, Jean-Marie Kassamba a dit espérer que de celui-ci sortira la réflexion qui pourra impacter sur l'exercice de la profession. Restons sur l'orbite des médias pour vous tenir informés des échanges entre les professionnels des médias et les experts de la loi, au terme desquels des recommandations ont été formulées sur l'autorégulation et la régulation des médias autour du concept de la dépénalisation des délits de presse en RDC. C'était dans le cadre d'une séance de travail sur la modification de la loi numéro 96-002 du 2 juin 1996, mardi 14 juin au Centre culturel Boboto avec l'appui d'Internews. Bernadette Kamango, encore une fois Générose Essengo, était là pour le compte de BCTV. Le but de cette rencontre était de collecter les contributions des spécialistes à la modification de la loi numéro 96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités et l'exercice de la liberté de la presse en RDC. 3 thématiques y ont été développées, à savoir les différentes acceptions de la dépénalisation et l'approche conceptuelle d'un pénaliste, les expériences de la dépénalisation en République centrafricaine et au Congo-Brazzaville, ainsi que la dépénalisation des infractions de presse telles que présentées dans le projet de réforme de la loi sur l'exercice de la liberté de presse. Les participants ont débattu sur la volonté politique exprimée depuis les années 2000 en vue de conceptualiser la dépénalisation qui rencontre aussi une tendance farouche. Pour ceci, la loi pénale est la seule réponse appropriée pour réprimer toutes les violations à la loi pénale dans tous les pays du monde. La question est de savoir si la dépénalisation serait le fait pour le législateur de dépouiller le juge pénal de son pouvoir de connaître les infractions au profit des autres instances civiles ou administratives. Des magistrats, avocats, acteurs de la société civile du secteur des médias, experts du ministère de la Communication et Médias, ainsi que ceux du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, et de l'UNPC, ont pris part à cette rencontre. Du côté de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST, on apprend que sur instruction du ministre des tutelles, Tony Mwabakazadi, l'inspecteur général de ce ministère a adressé une note circulaire aux inspecteurs principaux provinciaux de l'EPST pour les débuts immédiats
de l'opération de contrôle des titres scolaires des enseignants et du personnel de ces secteurs. On l'écoute. On a parlé de faux diplômes, c'est autre chose par rapport à la visite de tout à l'heure. La visite, comme je l'ai dit, c'est de constater que les choses se passent bien, l'impression, le colisage, l'empaquetage et le début même d'expédition. Là, il n'y a pas de problème. Mais l'autre volet, effectivement, c'est les faux diplômes. On a constaté que sur le marché de l'emploi, il y a beaucoup de faux diplômes, Ils font un contrôle. Il nous a instruit de décréter un contrôle dans tous les services de l'administration centrale, mais également dans tous les établissements, publics comme privés agréés. Vous avez des faux diplômes, je crois que vous avez vu quelques cas, et il faut contrôler. Des faux diplômes signifie quoi? Un faux diplôme, c'est que le détenteur n'a pas réussi son examen d'État, mais il détient un diplôme. Mais où est-ce qu'il l'a eu? Et quand vous venez dans le palmarès, vous consultez votre palmarès, le nom n'est pas repris là-dessus. Vous avez dans les archives, le nom n'est pas repris là. C'est qu'il s'est fabriqué un papier dans la rue. Ça, c'est un faux diplôme. Alors, c'est plein dans notre ministère, mais également ailleurs. Il n'y a pas que le ministère de l'EPSP où on utilise des faux. Vous pouvez aller dans d'autres secteurs, dans d'autres services. Vous avez ces détenteurs-là de faux diplômes et qui travaillent. Je crois que c'est un grand travail, c'est vrai, mais le contrôle doit commencer. Nous commencerons d'abord par l'EPST, des enseignants, le personnel d'appoint. Il faut les contrôler, il faut vérifier et il faudrait savoir où ils trouvent ce faux diplôme. L'impunité, vous savez, vous avez vos diplômes depuis 2006-2005, mais il faut savoir, vous l'avez obtenu comment? Qui vous l'a délivré? Si nous avons un loup dans la bergerie, nous devons le démasquer et le mettre hors d'état de nuire. S'il est à l'extérieur, nous devons le poursuivre là où il est, le décourager et le sanctionner. Voilà le travail qui va commencer d'ici là. J'ai déjà instruit mes inspecteurs principaux provinciaux. C'est eux qui utilisent facilement les inspecteurs itinérants, les contrôleurs. On va prendre à contribution le CECOP. Alors, regardez derrière moi là. Ça, nous appelons ça le colisage. C'est qu'on a imprimé, je parle là de l'ENAFEP, on a déjà imprimé, on fait la sériation, c'est-à-dire on prend les différentes séries, les différentes copies, on les met en série, ça c'est notre secret, et on met dans les enveloppes comme vous le voyez. On va scotcher, on va sécuriser. Ça c'est le travail de colisage. Et on met également dans les malles. Vous avez au fond là-bas, regardez à votre droite, vous avez ces malles, on les met par province, par centre de passation, mais également par option. Donc tout. Changeons de registre à présent avec une journée internationale. C'est la journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées qui se célèbre le 15 juin de chaque année. Cette journée a pour objectif de sensibiliser le public sur cette problématique et d'encourager les gens à adopter des comportements bienveillants à l'endroit des aînés. Sarah Guéré nous en parle plus à fond. Le 15 juin marque une journée importante, celle de la sensibilisation sur la maltraitance envers les aînés. Partout à travers le monde, on reconnaît l'ampleur de la maltraitance à l'égard des aînés comme une question de santé publique et de droits de la personne. Jean-Paul Itanga a passé un message collectif en faveur du soutien aux aînés. Ils étaient jeunes comme nous devrons bien prendre soin d'eux. Tandis que M. Géry conseille les gens sur le bon comportement affiché envers les personnes aînées. Les personnes âgées étaient jeunes hier et aujourd'hui ils sont devenus vieux. Voilà, nous les jeunes qui sommes aujourd'hui, nous devons les traiter de bonne manière parce que ce sont nos parents, ce sont nos vieux, c'est notre sagesse. Ou ne pas dire c'est notre bibliothèque. Pourquoi? Parce qu'ils savent beaucoup plus que nous, la jeunesse. Et nous devons tirer de ce qu'on appelle la sagesse. Donc, si une fois parler de personnes âgées, nous devons les respecter. Nous devons les soigner et surtout nous devons les protéger. Je dirais tout simplement que maltraiter une personne âgée, c'est vraiment mauvais. Parce que une personne qui est déjà âgée constitue une bénédiction pour les autres qui les aident. Donc c'est vraiment
mauvais de maltraiter les vieilles personnes. Notez que cette journée a pour but de mobiliser l'action communautaire et d'engager la conversation pour promouvoir le respect et la dignité de personnes aînées. En dehors des frontières de la RDC, sachez que pour lutter contre l'immigration illégale au Royaume-Uni, un accord avait été conclu entre le gouvernement britannique et le Rwanda en mi-avril 2022. À l'effet de cet accord, un premier avion devait atterrir à Kigali mardi 14 juin 2022 avec à son bord des demandeurs d'asile entrés clandestinement dans l'archipel britannique. Ce vol a été annulé in extremis suite à une décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Le récit avec Bernadette Kamango. Voilà des semaines que ce projet d'expulsion des migrants illégaux en Angleterre vers le Rwanda est vivement critiqué par les Nations Unies et des associations de défense des droits humains, mais aussi par l'Église anglicane et le Prince Charles. Ce partenariat pour la migration et le développement économique, non officiel du plan Rwanda, concerne les migrants qui ont effectué un voyage dangereux et illégal vers le Royaume-Uni. Après examen de leur dossier par les services britanniques, ces derniers pourront alors être relocalisés au Rwanda, ceci le temps que leur demande d'asile soit examinée. En cas de feu vert, il est prévu que ces personnes restent dans le pays africain. En cas de refus, les migrants concernés devront partir volontairement ou tenter d'obtenir un autre statut au Rwanda. Ils seront sinon renvoyés dans leur pays d'origine ou dans un autre pays où ils seraient légalement admis. La ministre de l'Intérieur, Priti Patel, avait déclaré mi-avril que la grande majorité de ceux qui arrivent au Royaume-Uni par des moyens jugés illégaux, comme des bateaux non autorisés ou rangés dans des camions, seront considérés pour une relocalisation. 57e édition de la Coupe du Congo du football, messieurs. On en parle avec le tirage au sort des 16 équipes participantes ainsi que les dates des affrontements au terme de la conférence de presse qui a suivi ce tirage au sort mardi 14 juin au siège même de la Fédération congolaise de football, l'association FECOFA. Suivez les détails. La liste des 16 équipes participantes, leur répartition dans les zones, les combinaisons et les dates de rencontres dans le cadre de la 57e édition de la Coupe du Congo Football Messieurs sont connues depuis mercredi 14 juin courant. C'est au terme du tirage au sort réalisé au siège de la FECOFA ainsi que de la conférence de presse qui a suivi. Les 16 formations sont issues, 10 des ligues provinciales et 6 de la Ligue nationale de football et ont été réparties en 4 zones. La zone ouest, la zone centre et sud, la zone est et la Lina Foot. Les combinaisons se feront dans 4 poules nommées des A à D. Sachez que c'est du 17 au 28 juin courant que la phase de groupe de la 57e édition de la Coupe du Congo va se disputer et que les clubs les mieux classés de la Vodacom Ligue 1 ont été privés d'y participer. Du basketball dans ce journal avec les léopards messieurs de la spécialité qui sont arrivés depuis lundi 13 juin à Istanbul pour préparer la deuxième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde de cette discipline sportive. C'est à Alexandrie, une ville du nord de l'Égypte, que cette deuxième fenêtre va se dérouler en début juillet. En prévision de la deuxième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde de basketball, les léopards de la spécialité séjournent à Istanbul, la capitale de la Turquie, depuis le lundi 13 juin courant. La délégation comprenait, outre 10 athlètes, le coach titulaire Thomas Truot, son adjoint Pierrot Ilunga. C'est aujourd'hui 15 juin que le directeur technique national Simplice Chibangu et d'autres joueurs ont rejoint la première délégation arrivée à Istanbul depuis le lundi. Certains athlètes ont un peu traîné à Kinshasa en attente d'acquisition de leur visa, comme ils ont débarqué quelque peu tard à Kinshasa et qu'ils avaient à cœur de terminer les championnats dans les pays où ils prestent. La seconde destination des basketteurs congolais, c'est la ville d'Alexandrie en Égypte, où se tient la compétition à la fin du mois en cours. Pour cette deuxième fenêtre, la RDC entre en lice le 1er juillet contre le Kenya. Elle va ensuite affronter le Sénégal et l'Égypte, respectivement les 2 et le 3 juillet. La RDC, on le rappelle, a franchi l'étape précédente avec 2 victoires face au Kenya et au Sénégal et une défaite aux prises avec l'Égypte en février dernier à Dakar, la capitale du Sénégal. Complément d'information avec la revue de presse.
Bienvenue à la revue de presse de ce jour, mesdames, messieurs. Commençons par ce titre de l'agence congolaise de presse. Remise officielle des installations réhabilitées par la MONUSCO en faveur des FARDC à Uvira au sud Kivu. Le maire de la ville d'Uvira, Kiza Moato, a remis vendredi dernier à l'esplanade du secteur opérationnel Sukola 2 à Uvira au sud Kivu les installations abritant l'état-major de commandement réhabilité par la section des affaires civiles de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC MONUSCO en faveur des forces armées de la République démocratique du Congo. Ces travaux ont été réalisés pour un montant de 49 600 $ américains durant une période de 6 mois. Poursuivons avec Forum des As qui note à sa une l'union sacrée, un impératif existentiel. Manger constitutionnellement à toutes les sauces politiciennes, le concept union sacrée est passablement galvaudé. Derrière le mot, il y a l'once d'aucune réalité renvoyant à l'union encore moins sacrée. Dernier né des unions sacrées, les millésimes 2020 post-divorce FCC Cash incarne jusque-là caricature ses pieds des nez à la vertu contenue dans les 3 mousquetaires d'Alexandre Dumas, un pour tous, tous pour un. Pourtant, il est dans des circonstances dans la vie d'une nation où de l'union sacrée cesse d'être une option pour devenir un impératif existentiel. C'est bien le cas de la RDC, victime une fois de trop de l'agression de la part du Rwanda, pas seulement. Bouclons cette revue de presse avec Okapi.net qui titre RDC, le Sénat vote la loi électorale en des termes différents de l'Assemblée nationale. Le Sénat a voté lundi 13 juin la proposition de loi électorale du G13 en des termes différents de ceux de l'Assemblée nationale. Une commission mixte paritaire des 2 chambres du Parlement sera mise en place dès ce mardi pour harmoniser les vues. Les innovations apportées par le Sénat touchent plus généralement à la transparence des opérations de vote, au mode de vote, à la représentativité de la femme et à la certification des résultats. Et c'est par ici que s'achève cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous avez reconnu la voix de Josué Kalamba dans cette revue de presse. Et pour nos téléspectateurs qui nous ont suivis en partie, place au rappel des principaux titres. Au Palais du Peuple ce mercredi, devant le Parlement réuni en congrès, le président Félix Tshisekedi a reçu le serment de 3 nouveaux juges constitutionnels. Marche ce matin à Goma, les manifestants ont levé la voix contre Paul Kagame pour son appui au M23. Le 15 juin de chaque année, la planète Terre célèbre la journée mondiale des personnes aînées. On croit dur comme fer que vous avez apprécié ce journal télévisé qui a bénéficié des apports aussi bien de la rédaction que de la cellule technique. Merci pour votre fidélité à la télé de l'émergence. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.